essayer de voir un peu avec vous quelle est la marge de manœuvre qui existe au niveau communal pour développer ce type de projet, voir aussi les contraintes et voir à quel niveau, si vous êtes porteur d'un projet comme celui-là, vous allez pouvoir influencer la commune. Et vous allez pouvoir peut-être discuter avec elle pour tenter de vendre votre projet et montrer que votre projet est pertinent à cet endroit-là. Mais je vais vous montrer aussi que voilà, la commune elle est liée parfois à un certain nombre de contraintes qu'elle ne peut pas éviter et qui s'imposent à elle et qui font que parfois les projets que vous avez sont impossibles sur le terrain que vous envisagez. Alors, vous le savez aujourd'hui, l'habitat léger est protéiforme au niveau constructif. On a vraiment des habitats mobiles, on a dit, des habitats en dur, des habitats qui se déplacent, qui s'installent, qui se montent, qui sont préfabriqués. Donc on a vraiment différents types constructifs. On a différents types de projets derrière. On a l'habitat permanent, on a dit, dans les zones de loisirs. On a les gens du voyage. On a les gens qui créent le nouvel habitat léger. Ça existe depuis longtemps, mais on en parle beaucoup pour l'instant, pour des raisons culturelles. On l'a vu avec Ornella, raisons culturelles, économiques, sociales et autres. Donc on a vraiment différents types d'habitat. À l'heure actuelle, on estime, comme on l'a dit tantôt, plus ou moins 25 000 personnes qui habitent dans ce type d'habitat de différentes manières. Il faut savoir que c'est quand même un habitat qui bouge pas mal ces derniers temps, depuis la reconnaissance notamment. À titre d'exemple, nous, dans notre association, on reçoit finalement toutes les demandes des communes, peut-être un peu plus compliquées. Donc on est aussi un organe de conseil juridique et technique au niveau des communes. Et donc, avant les vacances, je recevais plus ou moins une fois par mois un appel pour un habitat léger. Savoir un peu comment on faisait pour le monter au niveau communal, etc. de la part des communes. Donc un appel par mois, j'ai plus ou moins 2000 appels par an. Donc ça vous montre un peu le niveau d'intérêt qu'il y avait à l'époque. Maintenant, depuis le 1er septembre, je reçois plus ou moins un appel par jour pour l'habitat léger par les communes. Donc des communes de partout, du Brabant-Wallon, du Luxembourg, du Hainaut, etc. Donc on voit qu'il y a beaucoup de demandes de particuliers au niveau des services urbanisme. Et de ces services urbanisme, beaucoup de questions qui se posent. Je n'ai pas la réponse à tout, mais on essaie de trouver juridiquement, techniquement, des solutions pour développer l'habitat léger et répondre favorablement finalement aux projets qui sont déposés par les citoyens. Il ne faut pas oublier non plus et perdre de vue non plus que le plus souvent le collège il a l'envie d'aider le citoyen dans cette démarche et donc il va essayer de trouver des solutions pour vous permettre de développer votre projet. Peut-être pas à l'endroit que vous voulez, peut-être pas à la manière dont vous voulez, mais en tout cas essayer de le concrétiser. Il ne faut pas voir la commune comme un obstacle. Souvent la commune, et essentiellement aussi pour des raisons politiques, va essayer d'aider le citoyen qui est là et qui veut développer et qui a envie de s'installer dans sa commune. Donc, il ne faut pas voir la commune comme un obstacle et plus la voir comme un partenaire pour développer votre projet. Alors, je vais aujourd'hui développer mon exposé sur toutes les questions liées à l'aménagement du territoire. Pourquoi? Parce que c'est essentiellement là qu'il y a un levier pour développer vos projets et c'est aussi là où il y a le plus de contraintes. Et donc, si on répond aux questions liées à l'aménagement du territoire, tout le reste, finalement, on peut trouver facilement des solutions. On a parlé de la salubrité, on a parlé de la domiciliation, on en parlera sans doute cet après-midi encore, enfin, du numérotation de la boîte postale, etc. Tout ça, il y a des solutions juridiques qui peuvent se trouver. Au niveau de l'aménagement du territoire, il y a plus de questions, il y a plus de contraintes, donc c'est intéressant de voir ici ce qui s'impose à vous. Alors, on va parler des permis, on va parler de la manière dont on peut constituer ces permis, qui sont vraiment là des questions importantes. On va parler de la manière dont on va vérifier la qualité de votre projet et voir s'il est faisable ou pas. Et on va parler de la décision que peut prendre la commune. Alors, au niveau des permis, c'est assez simple. Retenez un principe. Il faut toujours, en toute hypothèse, quel que soit le système constructif que vous avez pour votre habitat léger, un permis d'urbanisme préalable. C'est-à-dire que vous devez demander une autorisation avant d'installer l'habitat léger. Que celui-ci a des roues ou pas, que celui-ci soit permanent ou pas, que celui-ci soit démontable ou pas, peu importe, il faut demander l'autorisation préalable à la commune. C'est pour ça que finalement le permis est le premier vecteur, la première clé d'entrée de discussion avec la commune pour pouvoir réaliser son projet. Donc pas d'habitat léger, tiny house, sans permis d'urbanisme. Donc ici, j'ai mis dans les slides, je ne sais pas si les slides vous seront transmis ou disponibles sur un site internet après, mais en tout cas, toutes les différentes hypothèses qui font que si je fais un carter, même aussi petit qu'il soit, le carter est une construction, et donc il faudra un permis. La yourte, il faudra un permis, le fait d'affecter un chalet en logement, il faudra un permis, le fait d'occuper pendant quelques mois un terrain et puis d'aller sur un autre terrain, tout ça, il faudra aussi un permis. Donc, quoi qu'il se passe, il faut un permis. Après, la procédure à suivre est différente, les contraintes derrière sont différentes, etc. Mais le principe est là. Donc je peux avoir un permis très vite, en 30 jours, et parfois il faudra un peu plus de temps parce que la localisation, le projet est un peu plus complexe.
Et en toute hypothèse, 99% des temps, l'autorité compétente, c'est la commune. Donc votre permis, vous le demanderez à la commune. La région n'intervient généralement quasi jamais pour délivrer un permis dans ce cadre-ci. Donc retenez ces deux principes-là. Est-ce qu'il y a des évolutions à attendre par rapport à ça? A priori, non. Pourquoi? Parce que le législateur est attaché au fait que la commune puisse contrôler tous les logements qui sont installés sur son territoire. Et donc, il est attaché au fait de soumettre à permis l'ensemble des logements qui sont créés sur son territoire, que ce soit un habitat léger, un logement à la place d'un commerce, une carte façade, etc. Donc, le principe du permis ne va pas être modifié dans les années à venir. Par contre, on a des souplesses. Par exemple, on a le cas assez fréquent, en tout cas depuis quelques années, de la personne qui va construire son logement, qui n'a pas beaucoup d'argent, mais qui veut construire un logement en dur, entre guillemets, classique, hein, comme on l'a vu tantôt, mais qui sait qu'il va prendre 5-7 ans pour le faire. Et pendant ce temps-là, il aimerait bien se loger. Donc pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'il fait? Il met une caravane, une yourte ou une habitation légère au fond de son jardin, en l'attendant de la construction. Comme ça, il garde son terrain, il économise de l'argent, etc. Et donc, si on fait ce principe-là, il ne faut pas de permis d'urbanisme pour la caravane que l'on met en l'attente de la construction de sa maison, parce que tout fait partie de la maison, du permis maison, si vous voulez. Et donc là, ça arrive de plus en plus fréquemment pour éviter de payer un double loyer, pour éviter de peut-être avoir du cash et vendre sur la maison qu'on avait déjà, etc. Donc ça, ce sont des solutions qui existent et qui permettent d'être dispensées de permis, mais on n'est pas vraiment dans de l'habitat léger permanent, on est plus dans une transition entre deux logements. Alors, pour demander votre permis, il y a évidemment la nécessité de constituer votre dossier d'urbanisme. Alors, le dossier d'urbanisme, il faut savoir qu'il n'a pas été prévu pour les habitations légères. Donc en fait, l'habitation légère, dans la création de votre dossier, est assimilée à une maison classique. Donc il n'y a pas de facilité procédurale par rapport à ça. Donc ici, à ce niveau-là, on pourrait clairement, dans les années à venir, dans les mois à venir, avoir des facilités qui pourraient se créer, des simplifications dans la constitution du dossier. Mais je vais vous montrer qu'il y a quand même deux facilités qui existent et qui ne sont pas négligeables. La première facilité qui existe et qui n'est pas négligeable, c'est que la grande majorité des tiny houses sont dispensés d'architecte préalable. C'est-à-dire qu'il n'y a pas l'obligation de passer par un architecte pour déposer votre permis d'urbanisme. Normalement, c'est une obligation légale. Tout permis est accompagné d'un architecte. Pour les tiny houses, pour les yurts, pour tous ces systèmes constructifs-là, on peut être dispensé d'architecte. On l'est dans quasi tous les cas à l'heure actuelle. On le sera de manière certaine dans tous les cas à partir de début décembre. Il y a une modification législative qui est attendue et qui facilitera un peu la vie des porteurs de projets. Donc ça, c'est quand même une facilité. Facilité en termes de coût, on va dire, pour le porteur de projet. Difficulté en termes pratiques, parce que c'est plus l'architecte qui va remplir le dossier d'urbanisme, c'est vous. Et donc là, pour réaliser un permis, c'est pas toujours évident, même si le dossier est simplifié puisqu'on n'a pas d'architecte. Il faut quand même savoir prendre les photos, dessiner les plans d'implantation, montrer où est le projet, montrer qu'est-ce qu'on va faire de la système d'épuration des eaux, etc. Donc il faut quand même comprendre un peu les principes, mais c'est possible. Et évidemment, le service urbanisme est à votre disposition pour en discuter, pour le cas échéant vous aider à créer ces dossiers. Alors, l'autre facilité qu'on a et qui est permise par l'Europe, c'est les dispenses en matière de respect des normes PEB. C'est-à-dire que pour les bâtiments de moins de 50 mètres carrés, on est dispensé du respect des normes PEB. Donc votre dossier d'urbanisme ne doit pas s'accompagner de toutes les obligations en matière de PEB qui sont très complexes et qui ne peuvent pas être réalisées par un citoyen lambda. Et donc, ici, on a cette facilité-là, c'est que la grande majorité des tiny houses font moins de 50 mètres carrés. Le seul problème qu'on a, c'est pour certaines yurts qui montent à 56-54 mètres carrés. Donc on est au-dessus des normes de dispense. Et donc pour ces yurts-là, normalement, on doit respecter la PEB. Je sais, j'en ai discuté avec des constructeurs de yurts. Maintenant, il y a des yurts qui sont isolés, qui respectent ces normes-là. Donc elles sont préfabriquées, double paroi, avec isolation entre les parois, etc. Et donc, ce qui fait que vous achetez en kit quelque chose qui respecte déjà la PEB. Et donc la création du dossier est assez simplifiée. Mais c'est a priori une des seules exceptions. Tous les autres trucs, on est dispensé de la PEB. Maintenant, on sait que les gens qui habitent dans ce type d'habitat, ils ont une conscience écologique sans doute plus accrue que d'autres. Et donc, vont nécessairement tenter de respecter au mieux les questions énergétiques. Donc, si ce n'est pas la meilleure isolation, c'est peut-être par le type de chauffage, c'est peut-être par tout ce qui va avec la production d'énergie, etc. Donc, même s'il n'y a pas d'obligation PEB, c'est que dans les faits, la majorité du temps, on va tendre à les respecter. C'est tout avantage pour celui qui habite, évidemment. Donc ça, c'est voilà un peu où on en est au niveau du dossier. Les évolutions, comme on le voit, c'est essentiellement au niveau de l'architecte et potentiellement la simplification du dossier, mais le reste obligatoire. Alors là où c'est plus intéressant, c'est au niveau de la marge de manœuvre dont la commune dispose pour accepter ce type de dossier et la manière dont vous allez pouvoir influencer ce type de dossier.
il y a 3 grosses contraintes qui vont s'appliquer à un projet d'habitat léger. C'est, premièrement, la contrainte juridique. À ce niveau-là, il faut savoir que la commune n'a pas de marge de manœuvre, c'est-à-dire que ça sera oui ou ça sera non. Dans 1% des cas, on pourra trouver des astuces juridiques, je dis pas, mais c'est noir ou blanc juridiquement. Et donc là, même si la commune le veut, même si le porteur de projet le veut, parfois on sera bloqué purement et simplement par la contrainte juridique. Donc ça, c'est vraiment la première chose à analyser quand on porte un projet et voir si c'est faisable juridiquement ou pas. La deuxième chose, c'est finalement la contrainte politique ou exogène, c'est-à-dire la contrainte qui est fixée par des lignes politiques régionales ou communales, je vais y revenir, ou qui est fixée par des avis qu'on recevrait de la région, du fonctionnaire délégué, des services incendies, etc., qui font que, à ce niveau-là, on a une certaine marge de manœuvre, mais qui peut être plus ou moins conditionnée par les outils existants. Et enfin, on a la troisième contrainte qui est finalement la contrainte factuelle et urbanistique, qui là laisse la plus grande marge de manœuvre à la commune, qui va pouvoir justifier un projet sur base du bon aménagement des lieux. Et donc, sur base du bon aménagement des lieux, je vais pouvoir refuser ou accepter ou conditionner un projet. Et donc là, il y a une grosse marge de manœuvre de la commune, une grosse marge de manœuvre de discussion entre le porteur de projet et la commune. C'est là-dessus qu'on va pouvoir jouer si les deux premiers vecteurs, les deux premières contraintes sont levées. Donc c'est un point important. Alors, au niveau juridique, j'insiste, pour tout porteur de projet d'une tiny house, la première chose à regarder réellement, c'est le plan de secteur. Le plan de secteur, c'est quoi? C'est une carte qui recouvre l'ensemble de la Wallonie. Chaque mètre carré de la Wallonie est couvert d'une carte qui ressemble un peu à ça. Là, c'est Namur, le centre de Namur est ici. Et chaque mètre carré est colorisé. Et en fonction de la couleur, on va pouvoir urbaniser ou pas. Et la couleur va définir aussi ce qu'on peut y mettre. L'habitat léger, c'est assez simple. Il ne peut se mettre que dans les zones rouges et les zones rouges rayées blanches. Donc les zones rouges, c'est tout ça, donc il y en a quand même pas mal. Et rayées blanches, j'en ai pas ici, blanches et rouges, j'en ai pas ici, mais c'est zones d'habitat à caractère rural. Donc c'est essentiellement dans ces zones-là. Pourquoi? Parce que on assimile à l'heure actuelle toujours l'habitat léger à la résidence classique, c'est-à-dire au logement classique. Donc on ne peut mettre l'habitat léger que là où on peut mettre du logement classique, c'est-à-dire dans ces deux zones-là. Et ces deux zones-là, c'est pas grand-chose, hein, c'est 9% du territoire wallon. Donc il n'y a que dans 9% du territoire wallon où on peut mettre de l'habitation légère. Tout le reste, c'est a priori interdit, sauf des projets hyper spécifiques. C'est-à-dire, par exemple, je suis agriculteur, j'ai pas envie d'habiter dans une ferme, je veux faire de la permaculture avec vente et avec une tiny house. Ça, je peux l'imaginer. C'est des cas, on va dire, assez spécifiques et assez rares. Plus souvent, c'est un logement pur, et donc les logements purs, c'est dans les zones rouges. Si vous êtes dans une autre zone, par exemple les jaunes, les zones jaunes, c'est les plus de 40% du plan de secteur, même 50%, sont les zones agricoles. Donc comme je disais, là, a priori, pas de logement possible, sauf si vous avez une activité agricole. Donc, si vous avez un super terrain que vous envisagez avec un beau projet derrière, ou les zones vertes qui sont les zones forestières, la première chose à regarder, c'est le type de zone que couvre votre terrain. Si votre terrain n'est pas dans une zone rouge ou une zone blanche et rouge, oubliez-le. Ça ne sert à rien. Vous pouvez toujours contacter la commune, mais la commune pourra quasi rien y faire. Donc n'espérez pas et ne misez pas tout l'argent que vous avez sur un terrain qui potentiellement est génial, mais potentiellement a trop de contraintes. Gardez votre argent, mettez peut-être un peu plus, mais dans un endroit où vous savez que vous pourrez potentiellement construire votre habitation légère. Alors pour vous aider, il y a un site internet, je l'ai mis ici en mini-lien, donc vous tapez cette adresse-là et vous aurez accès à toutes les couches de contraintes qui existent sur les terrains. Donc si vous avez un terrain en vue, vous prenez ce terrain-là et vous cliquez dessus et vous verrez quelle est la zone au plan de secteur, quelles sont les contraintes juridiques qui s'appliquent. Donc c'est assez pertinent, mais normalement le notaire, l'agent immobilier est censé vous aider également. Et donc il doit renseigner, quand vous vous renseignez par rapport à ça, toutes les contraintes sur le terrain, la commune peut le faire également. Donc n'hésitez jamais quand vous avez un terrain à vous renseigner sur les contraintes juridiques et notamment celle-là en priorité. Mais il y en a plein d'autres. Tantôt on parlait de Natura 2000. Natura 2000, c'est la protection de l'environnement au sens général du terme, donc la faune et la flore. Sur les zones Natura 2000, on ne peut rien construire. Il y a quelques dérots qu'on peut avoir, mais je veux dire, ne partez pas du principe, j'achète un terrain en zone d'habitat, mais qui est couvert par du Natura 2000 pour y faire un tiny house. Généralement, Natura 2000, c'est évidemment les endroits les plus beaux et les plus intéressants au niveau environnement, mais oubliez le principe d'y mettre de l'habitat léger. Et Natura 2000, c'est quand même 13% du territoire wallon. Il y a 13% du territoire wallon qui sont inconstructibles par principe pour protéger l'environnement, le biotope, etc. Et Natura 2000 peut recouvrir des zones d'habitat. Et donc parfois on a des zones d'habitat qui sont rouges, qui a priori sont bâtissables, mais en fait qui ne le sont pas parce qu'il y a d'autres contraintes juridiques qui s'appliquent, comme Natura 2000.
comme le patrimoine. On a des zones qui sont classées, qui font qu'on ne peut pas, on ne va pas construire, on ne va pas mettre des tiny houses sur la butte du Lion-Waterloo, évidemment, ou sur le terrain qui sont dans les alentours. Mais il y a beaucoup de terrains classés comme ça. Et on connaît bien Lion-Waterloo, mais il y en a clairement deux. Donc il ne faut pas oublier ces contraintes-là. On a des contraintes civiles, il ne faut pas oublier d'être propriétaire ou d'avoir les droits sur le terrain. On a des contraintes d'aléas d'inondation. Souvent, on a envie de mettre sa tiny house le long d'un cours d'eau parce que comme ça, on a la nature, on a l'eau, etc. Mais souvent, le long des cours d'eau, il y a des zones inondables. Et la commune a l'obligation de refuser un permis si on est en zone rouge, c'est-à-dire de fortes aléas d'inondation. Et on ne peut rien y faire. La commune ne peut rien y faire. Sauf à permettre sous pilotis dans les zones d'aléas d'inondation faibles. On a vu tantôt, Ornella a montré un truc avec une caravane sur pilotis. Bon, ça, on pourrait peut-être l'imaginer dans certaines zones d'aléas d'inondation faibles. Et encore, mais ça ne rencontre peut-être pas vos envies. On ne pourra pas de toute façon y mettre de yourte. Donc, tout ça, ça existe, c'est sur Internet, on peut regarder, la commune peut vous renseigner, mais ce sont des contraintes sur lesquelles la commune n'a pas de marge d'appréciation. N'hésitez pas à voir le site Internet et à vous renseigner. Pas accessible à tout le monde, il faut comprendre un petit peu les principes, mais si vous renseignez sur Internet, à mon avis, il y a moyen de comprendre un peu tout ça. Première chose, donc, contrainte juridique, première chose à regarder, avant même d'introduire votre dossier, avant même d'acheter le terrain, regardez ces contraintes. Ainsi, la commune, elle doit l'analyser aussi et pouvoir refuser votre permis tout de suite si vous ne les respectez pas. Alors si ces contraintes juridiques sont levées, on va regarder les contraintes politiques. Alors je dis contraintes politiques, c'est pas l'envie ou l'asine du collège qui passe à ce moment-là, qui a envie ou pas envie de faire un habitat léger. Les contraintes politiques, généralement en aménagement territorial, elles sont fixées dans des documents préalables. Il y a deux types de contraintes politiques. Il y a les contraintes politiques régionales, c'est-à-dire qui s'appliquent à toutes les communes de la région wallonne. Puis il y a les contraintes politiques communales qui vont s'appliquer au niveau communal et qui ont été fixées par le conseil communal à une époque et qui prennent différentes formes. Ça prend des formes de schéma, ça prend des formes de guide, ça prend des formes de charte. Voilà. Ça, il faut vous renseigner au niveau communal. Il y a ces contraintes politiques qui sont là et qui existent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le collège, quand il octroie le permis, il est obligé de les respecter. Mais il peut. Pourquoi? Parce qu'il a décidé à un moment politiquement, on voulait l'habitat léger, on n'en voulait pas. C'est un truc un peu binaire. On ne veut pas d'habitat léger chez moi, on l'a décidé il y a 20 ans. Bon, ben voilà. Je suis obligé de le tenir. Pourquoi je ne me dédie pas, finalement, de ma volonté politique ou de ma décision politique que j'ai prise? Maintenant, on pourrait imaginer qu'en fonction du projet, de sa localisation, de sa pertinence, que la commune dit, ben, là, au vu du projet, finalement, ça s'intègre bien et je ne remets pas en cause ma politique si j'accepte le projet. Donc ici, en fait, si vous voulez, ces contraintes politiques sont indicatives. Elles sont là pour être discutées, le cas échéant, en fonction de la qualité, de la pertinence du projet. Donc ici, on a une marge d'appréciation. Mais pour aider la commune dans sa décision, il faut alimenter votre dossier urbanistique, votre dossier de permis d'urbanisme, de tous les éléments pertinents qui permettront à la commune d'être convaincue que votre projet est pertinent. Et d'être convaincue qu'elle peut ou elle doit remettre en cause ces lignes politiques qu'elle a depuis 10, 5, 10, 15, 20 ans. Et donc là, c'est à vous d'alimenter la commune, à vous de la convaincre que votre projet est pertinent. Et généralement, les communes sont à l'écoute et essayent de voir un peu comment on peut rentrer dans votre projet dans les cases où la politique existe. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, c'est encore compliqué dans le sens où tous ces schémas datent d'il y a 10-15 ans, c'est-à-dire des époques où l'habitat léger n'était pas très couru, pas très existant, et donc on ne l'a pas prévu. Et donc, si on ne l'a pas prévu, parfois il y a beaucoup d'éléments qui font que ça rend difficilement constructible, difficilement réalisable. Donc c'est pour ça qu'il faut pouvoir naviguer, justifier au mieux de contourner les politiques qui ont été faites il y a 10-15 ans. Mais les nouveaux schémas qui sont créés, on l'a vu tantôt avec Tintigny, vont prévoir, dans les nouveaux guides, on va prévoir la possibilité de mettre de l'habitat léger, on va prévoir de nouveaux systèmes constructifs, etc. Donc ça évolue. Mais ce n'est pas un élément qui va empêcher vos constructions, c'est un élément qui va vous obliger à négocier et à présenter la pertinence de votre projet. On a eu la même question avec simplement le bardage bois. Il y a 20 ans, le parement en bois, c'était quelque chose d'inimaginable. Personne ne voulait du parement en bois. Et dans tous les guides, dans tous les lotissements, le parement en bois, c'était pas possible. À l'heure actuelle, on en voit partout. Donc on voit que les choses évoluent, mais ça prend du temps. Et il faut modifier les outils, il faut convaincre les gens que c'est bien. Et ça, ce sont des lignes politiques qui ont été fixées. On a des lignes politiques qui ont été fixées au niveau régional aussi, qui ne dépendent pas de la commune, et la commune va devoir aussi négocier pourquoi c'est pertinent de s'en écarter. Par exemple, on a le stop béton qui arrive ici et qui va interdire en 2030 toute construction sur des terrains vierges. Alors, a priori, ça veut dire plus de logements sur aucun terrain vierge à partir de 2030. Il faut reconstruire la ville sur la ville, reconstruire le village sur le village. Or, est-ce que finalement, on l'a vu avec Ornella tantôt, est-ce que finalement l'habitat léger est du béton? A priori non, c'est quelque chose de plus simple, d'écologiquement plus neutre et plus pertinent. Donc est-ce que l'habitat léger, on ne pourrait pas dire que finalement on n'est pas contre le stop béton, on l'accompagne justement. C'est une autre solution
que de bétoniser. Et donc on peut se permettre de ne pas construire la ville sur la ville avec de l'habitat léger. Donc ça, c'est peut-être des motivations, des arguments qu'on pourrait avancer pour s'écarter des obligations qui sont fixées par la région. Donc tout ça, c'est le service urbanisme qui va analyser avec vous et qui va vous aider évidemment dans le portage. Puis on a des éléments exogènes. Les éléments exogènes, comme je l'ai dit, c'est des avis qui émaneraient de la région, qui diraient mais non, c'est pas pertinent de le mettre là. Plus l'avis sera précis, plus l'avis sera négatif, plus la commune aura du mal à négocier et à aller contre cet avis-là, puisque la commune est obligée de prendre en compte tous les avis qu'elle reçoit de tous les organismes qui seraient consultés dans le cadre d'une demande de permis. La commune a une marge de manœuvre, mais comme je vous dis, plus l'avis est négatif, plus c'est compliqué, et là on aura beau faire ce qu'on veut, ces éléments exogènes vont parfois contraindre la commune à refuser un permis, et même si elle a la volonté d'accepter le dossier. Et on a évidemment la population. Donc on peut avoir des effets NIMBY, c'est-à-dire des gens qui sont pour l'habitat léger, mais pas près de chez eux. Et le jour où ils ont un habitat léger près de chez eux, ils vont tout faire pour l'empêcher. Et donc là, le problème, c'est qu'il va falloir gérer avec cette population. On a le cas par exemple ici où on a un quartier qui était hyper favorable à la création d'une yourte au sein du quartier. Tout le monde était très content, le permis a été délivré, et puis finalement la yourte a été placée. Et maintenant elle pose énormément de problèmes. Pourquoi? Parce que les gens qui habitent dans des yourtes, assez logiquement, ils vivent dans cette yourte, mais ils vivent beaucoup en dehors aussi. Et donc il y a beaucoup plus de bruit, puisque la yourte n'est pas isolée comme une maison. Et ce qui fait que maintenant tout le quartier est opposé à cette yourte. Donc un projet qui était porté par tout le monde, ici pour des raisons d'intégration urbanistique, pour des raisons de... on n'a pas pensé, c'est de nouveaux habitats qu'on essaie de placer, etc. Fait qu'un quartier qui était complètement pour, maintenant est complètement contre, et donc cette pauvre yourte se fait un peu pilonner par tout le quartier, mais voilà, ce sont des raisonnements à prendre en considération aussi. Là, elles viennent après le permis, mais elles pourraient venir avant, et donc il faut, si on le sait, le régler au mieux des aides. Donc ici, pour ces questions-là, on peut négocier, mais la commune est parfois tenue de respecter les obligations politiques. Enfin, on a des obligations factuelles, en tout cas les contraintes factuelles ou urbanistiques, c'est-à-dire le bon aménagement des lieux. Ça, c'est la commune, c'est le collège qui va se faire une appréciation de ce qui est pour elle, pour sa commune, pour son territoire, pour son quartier, le bon aménagement des lieux. Et là, elle pourrait, sur base de ça, conditionner votre permis, refuser votre permis, accepter votre permis en disant entre deux maisons 4 façades, mettre une yourte, au niveau du bon aménagement. C'est pertinent de mettre un ménage là, c'est pertinent qu'il soit jeune, c'est pertinent de faire du bimbi, etc. Mais au niveau du bon aménagement des lieux, de l'intégration urbanistique, c'est pas top. Moi je vais devoir refuser parce que ce serait mieux peut-être d'assurer l'alignement des gouttières et des fêtes, et donc peut-être faites-moi un habitat en dur à ce niveau-là. Donc là, on pourrait avoir, pour ces raisons qui sont d'opportunité, de subjectivité, d'intégration urbanistique, des refus qui sont liés à là. Voir s'il y a moyen de négocier, il est toujours possible de négocier, mais parfois il faut trancher, et la commune est obligée de parfois refuser un projet pour ces raisons d'intégration urbanistique. Donc, élément très culturel aussi, donc c'est quelque chose qui doit se travailler au niveau des communes. Donc l'habitat léger, c'est quelque chose de très neuf. Il y a quelques communes qui sont très proactives, qui se lancent là-dedans, mais tout le monde n'est pas encore convaincu. Donc, il y a beaucoup de communes qui attendent de voir les premières expériences, comme à Tintigny, à La Louvière, à Louvain-la-Neuve, etc., voir comment ça fonctionne. Si ça fonctionne bien, elles se disent, voilà, on voit que ça fonctionne sans trop de problème, je vais peut-être le développer chez moi. Et donc on sent qu'il y a quand même encore, à l'heure actuelle, cette nouveauté qui, on sait que ça, voilà, il y a une certaine population derrière aussi, qui parfois fait un petit peu peur, et donc il faut changer les mœurs, il faut changer les cultures, il faut éduquer. Donc ça, c'est une mission de notre association, de la région, des journaux, etc. Donc voilà, il y a vraiment cette culture de l'habitat léger qui doit se répandre et qui doit être partagée par les communes. Et donc ça, il faut les convaincre, il faut les informer au mieux. Et donc c'est quelque chose